Merci à tous. Donc il est 9h passé 9h30 passé de quelques minutes. Nous sommes en direct de l'hôtel Intercontinental à Paris et nous abordons le cadre de la commercialisation des produits de finances durables. Donc SFDR, CSRD, MiFID ESG, ce ne sont pas les acronymes qui manquent. Et c'est ce que nous allons voir pendant cette table ronde. Et on en parle avec vous, Chloé Abdessater, je prononce bien? Parfait, chargée de mission de finances durables. Oui, direction de la gestion d'actifs à l'AMF, pardon. Il y a également Laure Delahousse, bonjour, directrice générale adjointe à l'Association française de gestion. Guillaume David, membre du directoire chez Arkea Investment Services. Mathilde Dufour, bonjour, directrice du département de recherche et développement durable chez Mirova. Et enfin, Dimitri Sakis, bonjour, Group Head of the Operational Line, Fund Distribution Services and ETF Services chez KCIS. Bonjour, bienvenue à tous. Donc nous allons commencer par Mathilde, je commence par vous. Donc on l'a évoqué en introduction avec Philippe Sedbon, la complexité de la réglementation notamment SFDR, c'est celle qui va nous intéresser ici, la difficulté de classification des fonds, article 6, article 8, article 9, enfin bref, quel est votre point de vue en tant que société de gestion engagée ? Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est une très très bonne question pour commencer cette table ronde. Je pense que le point de vue qu'on a, c'est que cette réglementation, elle date d'il y a un peu plus de 18 mois, 2 ans maintenant, même 3, le temps passe vite. Et en fait, il ne faut pas oublier l'objectif de départ qui était d'éviter le greenwashing, mais surtout de classifier des fonds selon un objectif de durabilité. Et en fait, ce qui est manifeste aujourd'hui, c'est qu'on a perdu un petit peu cet aspect-là. On est parti, et d'ailleurs, nous, en tant que société de gestion, quand la réglementation est arrivée, on était très contents, parce que c'est des sujets qu'on porte chez Mirova depuis plus de 10 ans, en se disant, voilà, au moins, on classifie maintenant les fonds ESG en fonction de cet objectif de durabilité qui doit guider tout le process de gestion. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre ces premiers moments et donc le moment où on a en application, on a eu un certain nombre de clarifications des régulateurs qui ont fait passer cette catégorisation de fonds vers un système de labellisation quelque part, sans s'en être donné les moyens, puisque c'était pas l'objectif de départ, donc on n'a pas le cahier des charges qui va avec, etc. Et Philippe Sedbon l'a mentionné, un des principaux sujets, c'est qu'est-ce qu'un investissement durable, qu'est-ce qu'un sustainable investment. On n'a toujours pas de clarification très forte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui explique un peu ces reclassifications qu'on a pu voir beaucoup, on parle de déclassification, mais en fait c'est plutôt de réajustement. C'est la différence entre l'objectif de départ, la réalité et la manière dont le marché finalement s'est emparé de ce système-là, qui brouille un petit peu les pistes, peut-être sans aller trop dans le détail, mais ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas ce qu'on a choisi nous chez Mirova, c'est de se dire on a cet environnement incertain. On pense que malgré tout, c'est important de garder ce système de classification avec un 6, 8 et 9 qui soit pertinent. On est aujourd'hui dans un marché où les règles deviennent tellement strictes sur les articles 9 que le risque, c'est qu'on se retrouve avec un marché qui ne soit que fait d'articles 8. Donc ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de pousser une définition de sustainable investment qui soit robuste, même si on a des contours qui sont très flous, et qui nous permettent quand même aujourd'hui de sortir des fonds qui répondent à cet objectif de durabilité. Alors Dimitri Sakis, qu'avez-vous pu observer également sur ce sujet de reclassification ? Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, effectivement, il y a eu cette reclassification. Alors nous, de notre côté, en tant que service provider, nous, ce qu'on constate, c'est effectivement certaines de nos sociétés de gestion avec qui nous travaillons, cette reclassification. Mais pour nous, alors c'est pas tout à fait une reclassification, on va plutôt parler de reconsidération pour avoir une approche plus prudente par rapport à l'article 8 et à l'article 9. Je pense que c'est important que nous ne rations pas tous ensemble la transition et se classer en article 9 et ne pas atteindre les objectifs de cet article 9 ne serait pas, pour le monde en général de la finance, ne serait pas très productif et risquerait justement des déconvenues.
Ce serait plus préjudiciable. Voilà, on parle souvent, enfin dans certains articles, on parle de déconvenue. Alors moi, je trouve vraiment pas que c'est une déconvenue. Je pense justement que c'est une approche prudente. On parlait tout à l'heure des données, on en parlera plus tard. Il faut qu'on soit très attentif aussi à tous ces aspects de données qui doivent être pertinentes dans le cadre de la réglementation. Et il est important aujourd'hui d'être conscient, et tout le monde l'est, que les données ne sont pas encore totalement fiables dans le cadre de cette réglementation et la réglementation en tant que telle. Donc le fait d'avoir une reconsidération de l'article 9 vers l'article 8, je trouve que c'est très bénéfique pour tout le monde, parce que ça va nous permettre justement à nous tous de passer plus tranquillement sur cette transition. J'insiste vraiment sur l'aspect data. On ne sait pas encore où on va concrètement. On ne sait pas encore tous ensemble où est-ce qu'on est concrètement. On est en train de construire l'avenir. Et dans cette construction, il est beaucoup plus prudent d'arriver à reconsidérer plutôt en prudentiel. Alors effectivement, on va revenir sur le sujet de la donnée. Mais avant, je voudrais entendre Chloé Abdessater sur ce qui vient d'être dit. Qu'en pense le régulateur ? Bonjour à tous et toutes. Donc effectivement, je rejoins ce qui a été dit sur la recatégorisation. Je pense qu'on peut attribuer cette recatégorisation au flou et à la complexité des textes réglementaires sur la finance durable, parce que ça c'est indéniable, que ce soit en termes de calendrier ou même d'exigences, parfois elles semblent illogiques. Mais voilà, malheureusement les textes sont ce qu'ils sont à ce stade, et il y a quand même une attention très forte qui est portée sur ces textes, que ce soit de la part des régulateurs européens, donc de l'ESMA ou de la Commission européenne, ou même des ONG ou des journalistes. Donc on est tenus, les acteurs, donc vous êtes tenus d'appliquer ces textes en l'état à ce stade, et nous en tant que régulateurs et superviseurs, on est tenus aussi de superviser. Après, l'idée n'est pas du tout de vous laisser seuls sur le sujet. À l'AMF, on tient vraiment à accompagner les acteurs, donc ça c'est très important pour nous. J'insiste dessus, c'est un message qu'on essaye de faire passer à chaque fois, parce que voilà, on tient à accompagner les acteurs, à apporter des précisions quand c'est possible, sans interpréter au niveau national, parce que ça on veut pas rajouter de la complexité au texte, mais quand les textes sont clairs et pas vraiment, voilà, on peut pas dévier, on est obligé de les appliquer en tant que tels. Donc je pense qu'on peut effectivement attribuer en partie au flou des textes et leur complexité cette recatégorisation des articles 9 en article 8, mais je pense qu'aussi il y a eu, comme le disait Mathilde, il y a eu un engouement aussi de la place sur cette catégorisation qui a vraiment été perçue comme des labels, alors que c'était pas le cas. Et nous, à l'AMF, on a vraiment essayé de faire passer le message de prudence vis-à-vis de ces catégorisations. Les articles 9, on a ce trimestre, on a en principe des réponses de la Commission qui vont être publiées, qui vont encore apporter des nouvelles interprétations sur l'investissement durable et l'article 9. Donc vraiment, on est dans un champ réglementaire qui continue à bouger, c'est pas fini. Donc là, on a vu une première recatégorisation, mais il faut vraiment, vraiment rester très prudent sur ce qui vient. Donc vraiment, je rejoins le message de prudence et j'insiste dessus, j'insiste beaucoup dessus pour la suite. Parce qu'effectivement, là, on a parlé surtout de la réglementation SFDR, mais il y a aussi MiFID ESG, notamment, qui va, elle, toucher, enfin, qui touche déjà les investisseurs. Oui, tout à fait, qui touche les conseillers aussi en investissement, qui doivent, depuis le 2 août dernier, commencer à poser des questions de durabilité. Et ces critères de durabilité sont rattachés à taxonomie et SFDR. Donc il y a vraiment, on fait le lien entre les trois. Et le problème, c'est que c'est des notions complexes. Donc, comment expliquer à son client ce que taxonomie ou l'investissement durable veut dire, quand même, nous, on a du mal à comprendre et que ça évolue en permanence. Donc, sur ces textes-là, je pense qu'il faut vraiment commencer à se mettre en ordre de marche assez sérieusement, surtout avec les guidelines suitability de l'ESMA qui vont entrer en vigueur d'ici, je pense, août-septembre 2023, 6 mois après leur traduction. Donc je pense que c'est un point assez important à garder en tête, la pédagogie vis-à-vis des clients et vis-à-vis aussi des conseillers en interne. Il faut qu'eux soient aussi suffisamment à l'aise pour présenter ces sujets et ces notions.
Donc il ne faut pas attendre l'entrée. C'est aussi la conclusion de Philippe Sedbon dans tout à fait. le cadre de son intervention. Donc c'est un point primordial. Tout à fait, c'est un point très très important pour que l'échange ait du sens en fait et que le client puisse choisir et exprimer ses préférences de manière claire. Et il ne faut pas attendre l'entrée en vigueur des guidelines de l'ESMA. Donc vraiment, il faut essayer d'anticiper au possible. Et quand vous commencez à travailler dessus, nous, à l'AMF, on est là pour vous accompagner. Donc si vous rencontrez des difficultés, il faut nous les faire remonter parce que l'idée aussi, c'est que nous, on peut faire remonter ces points au niveau européen, essayer de les traiter et d'apporter des clarifications un peu à toute la place, des clarifications homogènes sur le sujet. Merci. Donc Guillaume David, pardon, il ne faut pas attendre, c'est ce que j'entends. Quel est votre constat, vous ? D'abord, pour revenir sur les recatégorisations, le premier point pour les distributeurs, je pense que ça a été assez complexe parce que déjà pour nous, société de gestion, je pense qu'au tout début, on a tous compris que les articles 6, ils ne faisaient pas d'intégration ESG, que les articles 8, il y avait de l'intégration, et puis qu'article 9, c'était l'intégration renforcée. On a compris depuis que c'était plus compliqué que ça. Sauf qu'évidemment, les distributeurs ont aussi entendu ça à l'époque, et donc c'est vrai que ça donnait quand même une vision plutôt simple des choses. Bon, tout le monde se demandait où était le 7, mais enfin, 6, 8, 9, on avait tous compris à peu près qu'il y avait une gradation. Si on revient plus en détail sur MIF DDA, c'est vrai que ça a un impact considérable chez les distributeurs. On va dire qu'en 2022, il y a eu un premier impact au niveau des têtes de pont. Les directeurs commerciaux, les directeurs de l'offre des différents distributeurs, ils ont découvert des nouvelles terminologies, les PAI, donc les incidences négatives. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est. En gros, c'est est-ce que on a une mixité salariale qui est intéressante ou est-ce qu'il y a des gaz à effet de serre, du GES, pardon pour la prononciation, qui sont compliqués, au genre de choses. Ça, c'est assez tangible, les gens le comprennent à peu près. Après, il y a la taxonomie. Alors, tout le monde comprend que c'est à peu près sur l'environnement. Puis après, on leur explique qu'en fait, CSRD n'est pas encore en œuvre, donc ça sera dans quelques mois. Puis après, il y a le pourcentage d'investissement durable. Et là, en effet, ils ont compris que les formules de calcul étaient différentes selon les sociétés de gestion. Donc là, en ce moment, à partir des EET, les European ESG Templates, ils sont en train de récupérer la data et d'essayer de comparer, parce qu'ils sont souvent en architecture ouverte, ces pourcentages d'investissement durable entre sociétés de gestion. Là, on est au niveau, on va dire, des têtes de pont. Là, aujourd'hui, c'est vraiment mis en pratique avec les conseillers et puis avec les clients finaux. Avec les conseillers, ce qu'on voit assez clairement, c'est que pour beaucoup de conseillers, vous le savez tous, au final, l'épargne, c'est seulement une petite partie de leur boulot. Ils vendent un certain nombre de produits financiers. Donc, ça leur ajoute, on va dire, quelque part, un processus complémentaire dans leur acte de vente. Ce qui, à mon sens, reste embêtant, c'est que les conseillers sont des gens assez pragmatiques. Ils vont vite se rendre compte que plus on est exigeant sur nos critères de durabilité dans ce questionnaire, plus l'univers d'investissement va être restreint. Si on imagine un client final, on pense à un client Internet qui va se retrouver devant son questionnaire en ligne. Je pense que naturellement, chacun d'entre nous, si on répond à ce questionnaire, on va se dire qu'on veut plutôt des investissements qui sont bons pour l'environnement et pour la planète et pour la société, assez naturellement. En réalité, on va arriver avec un univers d'investissement qui va être vraiment très restreint. Et là où, moi c'est ma crainte en tout cas, là où il y a quelques années on opposait ESG et performance, je pense que ça va un peu mieux, même si 2022 n'a pas été la meilleure année pour la performance ESG par rapport à l'armement ou aux pétrolières. Je trouve qu'on voit quand même que le risque pour moi, c'est que maintenant on oppose ESG et diversification. Donc je trouve que c'est quelque chose sur lequel en tout cas on doit travailler avec l'AFG et l'AMF. Merci. Donc vous évoquiez effectivement le choix, enfin comment les différents investisseurs allaient devoir répondre à un questionnaire. Est-ce qu'on a évoqué le label aussi? Est-ce que le fait d'estampiller, de mettre un label, et là je me tourne vers vous, Laure Delahousse, ne va pas simplifier les choses? On a dit que ça avait justement complexifié les choses. Quelle est leur utilité aujourd'hui? Alors, avant de parler de label, je voudrais reprendre un peu de hauteur de vue et finalement comparer l'introduction faite par Philippe Sedbon avec une espèce de vision de ce que doit être la transition, le financement de cette transition vers un nouveau modèle économique. Et puis finalement les discussions qu'on a là depuis un quart d'heure de la tambouille finalement réglementaire et le décalage qu'il y a entre cette vision, cet objectif de financer cette transition dans le monde d'un nouveau modèle vers un nouveau modèle économique plus vert, avec le dépatouillage qu'on essaye de faire au quotidien de cette réglementation qui est incompréhensible en effet. Et je voudrais aussi dire que il faut pas, à mon avis, se contenter d'être passif et d'essayer de décortiquer les termes. Il faut aussi porter une vision.
Et il faut pas selon nous, à l'AFG, ce qu'on essaie de faire, c'est pas seulement de faire remonter des questions à l'ESMA ou à la Commission européenne, c'est aussi de voir en tant que Français et cette anticipation qu'on a sur ces domaines. On travaille depuis plus de 20 ans sur la finance durable, c'est d'essayer de porter cette vision que nous avons à travers l'expérience que nous avons pratique de ce que peut être le financement de cette transition et du Sustainable Investment. Et donc c'est pour ça qu'on a engagé les travaux dont parlait Philippe tout à l'heure pour essayer de porter une définition qui rassemble les acteurs, qui n'a pas forcément dans un détail très fort, mais qui au moins donne les grandes lignes de ce que c'est le Sustainable. C'est très important parce qu'on est dans les matinales de la distribution et si on veut embarquer les clients dans cette vision que nous avons et dans la transition et dans le financement de cette transition, de ce nouveau modèle économique, il faut que nous soyons clairs sur les données, clairs sur les objectifs, et que pour éviter ces accusations de greenwashing qui ne sont pas justifiées, puisque on voit bien que dans les fonds durables, il y a des stratégies très larges, et ces stratégies très larges, aujourd'hui, elles ne sont pas comprises par les clients, et j'irais même au-delà, elles ne sont pas comprises forcément par aujourd'hui les distributeurs, parce que ils sont, comme vous le disiez, dans des espèces de marasmes de concepts qui reculent, qui avancent, et finalement personne n'y comprend rien. Alors, je reviens au label, qui était votre question du départ. Quand on voit la finance durable avec un peu de recul, là aussi, on voit qu'il y a eu plusieurs étapes. On a commencé par de la transparence au niveau professionnel. Nous, on avait imposé à l'AFG à ce que tous les fonds responsables adoptent un code de transparence. Et puis ensuite, il y a eu les labels et après la réglementation. La difficulté aujourd'hui, c'est de rendre tout ça compatible. C'est-à-dire qu'il y a eu les labels, il y a eu la doctrine AMF aussi, sur laquelle on a beaucoup travaillé en collaboration avec l'AMF. Et puis aujourd'hui, la réglementation européenne qui vient percuter tout ça avec une histoire de la finance durable en France, de l'investissement responsable en France, beaucoup basée sur le best in class, sur l'impact aussi de plus en plus, et qui percute ces notions européennes qui sont pas forcément alignées sur ces principes de base. Et donc les labels étaient là pour identifier les fonds durables. Aujourd'hui, on voit bien qu'après la V1, la V2, on va vers une V3 qu'il va falloir faire, disons, converger ça, en tout cas rendre ça cohérent avec la réglementation. On peut pas avoir deux voies complètement différentes, et c'est un vrai défi. Et pour conclure, cette intervention-là, je dirais que le gros problème, c'est le timing. Vous en parliez tout à l'heure. On a commencé par saisir la finance avant de saisir les émetteurs. Donc la finance devait investir à partir de données qu'elles n'avaient pas forcément ou qui étaient très imparfaites de la part des entreprises et des États parce que eux-mêmes sont dans un timing décalé. Et puis après, le timing avec MIF ESG qui entre en vigueur cet été, alors que la plupart des notions de la réglementation ne sont pas encore clarifiées. Donc il y a un problème de timing, on veut aller vite, peut-être trop vite, ou alors on aurait dû commencer plus tôt, mais du coup il y a une espèce de carambolage en ce moment qui dans un an ou deux sera pacifié, on y verra plus clair, mais pour régler ce carambolage, il faut avoir une vision, il faut porter des propositions. Oui, parce qu'on a un contexte à la fois complexe, une réglementation complexe, mais aussi antinomique. C'est-à-dire qu'on demande déjà aux sociétés de gestion de rendre des comptes avant même que la data ne soit collectée au niveau des émetteurs. Exactement. Donc justement, Mathilde Dufour, la data est au cœur de la problématique. Les sources de données se multiplient. On a parlé aussi de sources plus anglo-saxonnes, de besoins d'harmonisation. Concrètement, comment est-ce que vous procédez-vous ? Alors, le sujet de la donnée, c'est le sujet cœur de l'ESG depuis plus de 15 ans maintenant. On a, je pense que, en tout cas, de ma perception, ce qui est important, c'est qu'on aura de bien avoir en tête qu'on n'aura jamais la donnée parfaite. Pourquoi ? Parce que on est sur des sujets qui sont par nature très divers. Une partie des sujets ESG, il faut le rappeler, tous les sujets sociaux sont des sujets qui s'appuient sur des normes, peu sur la science et sur lesquels il y a une part de subjectivité qu'on doit continuer à assumer. On est à un moment de l'histoire où on a aujourd'hui cette construction quand même de normes de données, que ce soit en Europe vis-à-vis avec les FRAG ou sur un contexte plus international avec l'ISSB, où on va avoir une normalisation beaucoup plus forte. Et ça, c'est important, c'est intéressant pour les acteurs comme nous. Il y a un sujet, en effet,
fait sur le fait qu'il faut qu'il y ait des prestataires de données ESG qui soient un peu plus diversifiés que ce qu'on a aujourd'hui. Mais je pense que, voilà, en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est de se dire la donnée, elle est intéressante, elle est importante, et plus elle sera formalisée, mieux ce sera. Mais il faut aussi se dire que, et c'est là où je prêche un petit peu pour ma paroisse en étant responsable d'une équipe de recherche, on aura toujours besoin sur ces sujets-là d'avoir une expertise humaine, une compréhension fine des sujets, de la même manière qu'on l'a aujourd'hui et toujours sur les sujets d'analyse financière. Donc voilà, un petit warning sur le fait que la donnée est importante, mais je pense qu'on a encore devant nous de nombreuses années avant d'avoir des choses qui soient suffisamment stabilisées, partagées à un niveau international. Et d'avoir aussi une approche de terrain, d'aller voir les choses réellement. Exactement. Guillaume David, comment vous faites converger en fait l'ensemble de ces sources, comment les rendre cohérentes? Je vais reprendre un prisme de distribution. Je pense que ça reste compliqué pour le client, parce qu'au final, dans son document, comme l'appelle la réglementation précontractuelle, donc dans son prospectus, il va prendre, grâce à son questionnaire MIFDDA, il va avoir pris un certain nombre d'engagements sur, on l'a dit, SFDR, PAI, taxonomie. Et au final, son reporting sur donc ce qu'ils appellent le rapport périodique, donc il va l'avoir en même temps que son rapport annuel, donc un an après. Donc en pratique, les reportings qui sont faits par les sociétés de gestion, elles vont pas reporter sur les datas sur lesquelles le client s'est engagé. Les sociétés de gestion, elles continuent à reporter sur les datas extra-financières, hein, les datas ESG dont vous parliez à l'instant, les grands fournisseurs qu'on connaît, Sustainalytics et les autres. Là-dessus, il y a quand même une première difficulté de cohérence, c'est qu'on le voit, il y a une corrélation qui est assez faible hein, sur les notations entre ces différentes sociétés de gestion. Il y a des études récentes qui sont publiées par FGMF qui parlent d'une corrélation de 0,54 sur les notations extra-financières. Sur les notations financières, les notations crédit des entreprises, on a une corrélation supérieure à 0,9. Donc au moins, on a des données tangibles. Donc, on a des données qui vont avoir des prismes différents, et puis on va avoir un reporting pour le client en final qui va apporter des données qui ne sont pas toujours en ligne. Donc je pense encore une fois, pour le client final, c'est compliqué. On parlait du label. Moi j'avoue que chez Arkea, on considère quand même que le label, il avait ce mérite d'être donné par un acteur extérieur, un tiers exactement. C'était pas du déclaratif complètement, contrairement à SFDR, donc c'était quand même rassurant pour le client, et quelque part c'était simple, il avait le label ou il n'avait pas de label. Et donc on pense que au moins le client, il voyait son label, il n'avait même pas besoin de regarder son reporting. Aujourd'hui, avec les datas qu'il va obtenir, il pourra très bien avoir un fonds qui va être labellisé, un bon pourcentage SFDR, mais qui ne sera pas aligné sur taxonomie dès lors que les activités sont pas liées à taxonomie. Donc je veux dire, on va quand même proposer des choses aux clients qui vont être très compliquées d'un point de vue conceptuel à comprendre. Merci. Et donc je reviens, Dimitri, pour vous. Alors on a parlé, on a évoqué ce sujet. Est-ce qu'il ne faudrait pas une mobilisation au niveau au moins européen pour harmoniser ce cadre? Alors, oui, effectivement, on voit aujourd'hui que de grosses sociétés anglo-saxonnes rachètent justement des sociétés européennes, hein, Vigeo par exemple, qui a été racheté. Alors oui, effectivement. Alors nous, encore une fois, hein, en tant que service provider, donc on a forcément des problématiques différentes. On fait partie de l'écosystème, mais on a des problématiques différentes. Alors nous, on accompagne nos clients, les sociétés de gestion, et ce qui est important pour nous, c'est essayer de sélectionner justement des sociétés européennes en qui on croit concernant la data. Donc on a eu un partenariat avec une société à laquelle on croit, une société européenne à laquelle on croit. Et ils ont un panel énorme de travail sur base de l'intelligence artificielle. Donc ce qui est intéressant dans cette société, et on l'a dit tout à l'heure, et moi personnellement j'y crois vraiment fortement, c'est que l'analyse fondamentale des sociétés de gestion doit rester et quelque chose de très important. L'analyse fondamentale qui dit quoi? Qui dit finalement qu'il faut être très proche des sociétés pour mieux comprendre les sociétés dans lesquelles il y a les investissements qui se font, pour justement être proche et comprendre réellement quel est l'impact sur la et investir dedans. Et cette société avec qui nous avons partenariat travaille aussi sur ce deuxième aspect. Donc c'est pas seulement sur innombrables données qui sont compilées, mais également sur l'analyse fondamentale. Et ça, c'est quelque chose qui, nous, service provider, nous devons faire en sorte de mettre en avant pour
avoir un panel de sociétés et un panel justement qui vient concurrencer les grands providers de données. Très bien. Alors, l'intégration de l'intelligence artificielle, on a parlé quand même de terrain tout à l'heure. Ça donne une autre, je dirais une autre dimension encore à l'approche de la data. Est-ce que, et Laure, vous l'avez déjà évoqué, justement la nécessité d'une réglementation au-delà des process qui peuvent être mis en place, mais également en termes de sources, elle devient plus que nécessaire. Alors, cette réglementation, elle arrive, c'est-à-dire qu'on a la chance, et on a salué à l'AFG très tôt les travaux de l'EFRAG, et donc à l'initiative de la Commission européenne, pour harmoniser le reporting des émetteurs, parce que on ne peut faire une gestion qui vraiment emmène toutes les entreprises qui sélectionne les meilleures pratiques et qui emmène les entreprises vers leur transition, que si on a les données nécessaires, les données à un instant T, la photo dont parlait Philippe tout à l'heure, et puis aussi le film, hein, c'est-à-dire comment elles se projettent, quelles sont leur trajectoire carbone, et donc on a besoin de ces données. Et le fait qu'elles soient harmonisées, c'était déjà une excellente nouvelle. Alors après, il faut voir comment ça se coordonne avec les normes internationales, puisque l'Europe n'est pas seule, évidemment, au niveau international avec les travaux de l'ISSB. Donc il faut que tout ça soit cohérent. Et une fois qu'on aura ces données, ça sera déjà un grand pas en avant. Les projets européens aussi des apps qui permettent un accès direct aux données et donc qui permettent aux sociétés de gestion, aux autres acteurs d'avoir accès direct aux données brutes issues des émetteurs, c'est une excellente nouvelle aussi. Après, ces données vont être encore plus riches qu'aujourd'hui, elles seront plus harmonisées aussi, ce qui est une bonne nouvelle, mais il faut que nous, on ait les moyens de les analyser, et puis aussi cette connaissance du terrain dont parlait Mathilde tout à l'heure, donc de pouvoir avoir en tant que société de gestion nos convictions propres en allant voir les entreprises, enfin, en tout cas en ayant la connaissance des entreprises. Après, la difficulté, on est encore, une fois, dans les matinales de la distribution, c'est de traduire cette multitude de données en données compréhensibles pour les clients, pour qu'ils comprennent ce que dans la stratégie du fonds et comment, à travers le reporting du fonds, on reporte de cette stratégie du fonds. Et donc, c'est sélectionner les données les plus parlantes et les plus pertinentes pour un client. Et revenir aussi, là aussi beaucoup de pédagogie qui va reposer sur le conseiller. Et je pense que le conseiller personne physique dans les réseaux, les CGP, est vraiment un rôle clé pour expliquer que un fonds labellisé avec une stratégie best in class, je pense qu'il ne faut pas utiliser ce mot avec les clients d'ailleurs, et un fonds à impact ou un fonds vert ou un fonds qui finance la transition, c'est des choses différentes. Et à chaque fois, il ne faut pas qu'il soit surpris de voir dans son fonds 2% du fonds investi dans la taxonomie verte européenne, parce que la taxonomie verte européenne, c'est 2% de l'activité économique en Europe. Et donc, il faut expliquer tous ces concepts et retenir de cet ensemble de données les données les plus pertinentes pour un client, parce que sans les clients, on n'arrivera pas à financer la transition. Donc on sent que ça va être encore long. Et pour conclure cette table ronde, un mot du régulateur, Chloé ? Sur la réglementation, la nécessité de la réglementation, le calendrier un peu antinomique ? Le calendrier antinomique, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est tous d'accord, il est antinomique, il est compliqué. Il faut faire de son mieux, il faut se mettre en ordre de marche. Il y a des contrôles qui sont déjà prévus au niveau européen, c'est pour ça, c'est pas pour faire peur. On comprend toutes les difficultés qu'il y a derrière, mais il faut pas attendre que les choses se décantent, il faut vraiment anticiper et revenir vers nous si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, mais il faut vraiment pas prendre le risque d'être en non-conformité à ce stade, parce que il y a des contrôles qui sont déjà prévus pour 2023 sur SFDR. Donc SFDR niveau 2 qui vient d'entrer en vigueur au 1er janvier. Il y a des contrôles à partir du troisième trimestre fin 2023 sur la mise en conformité avec ce texte. Donc ça va très vite parce que c'est un texte important, même s'il y a beaucoup de manquements et beaucoup d'axes d'amélioration, ça on en est conscient. C'est juste que comme ça vient du niveau de l'Europe, on est obligé aussi nous de mettre en application et de s'y conformer. Donc voilà, on encourage vraiment les acteurs à rester prudents, à réfléchir un peu au moyen long terme, comme vous disiez aussi, et à éviter vraiment les risques de non-conformité, parce que ça peut avoir des conséquences négatives par la suite avec tous les contrôles qui sont à venir.
Alors Laure, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir. D'abord, merci beaucoup Chloé. En effet, il faut mettre en effet faire ce point et faire acte de prudence. Et vous avez raison de nous alerter là-dessus. Mais je pense que c'est aussi le rôle de tous les acteurs et aussi des autorités nationales de faire remonter aux autorités européennes cette difficulté qu'ont les acteurs sur le terrain. Et je crois qu'à l'ESMA, il y a eu une discussion il n'y a pas très longtemps où justement l'ensemble des pays étaient dans cette situation. On ne peut pas parler de contrôle sur des notions qui sont incompréhensibles aujourd'hui. Et donc c'est vraiment dans l'intérêt de tous les acteurs et des autorités, je pense nationales aussi, de faire remonter ces difficultés pour que vraiment au niveau européen, ils soient conscients de la situation dans laquelle les acteurs sont sur le terrain. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est pour ça qu'on est très preneur aussi des retours de terrain, des échanges avec vous, avec les autres associations professionnelles. On se focalise beaucoup sur ce point-là. Malheureusement, pour le contrôle européen pour cette année, c'est déjà acté. Enfin, on peut faire remonter les difficultés, on peut essayer d'apporter un peu plus de flexibilité, des clarifications, mais il y a des choses où on a un peu moins la main dessus et on est obligé d'appliquer. Mais ça, c'est un point, on y tient beaucoup et on le fait tout à fait. Donc, Merci. Donc j'entends éducation, j'entends contrôle intelligent, en tous les cas j'espère, de façon à pouvoir progresser et d'avoir cette vue appelée de tous les vœux de la part de Philippe Sedbon sur l'accompagnement par la gestion d'actifs sur la finance durable. Merci beaucoup à tous les 5. Merci. As sustainable investing becomes mainstream, there is now greater demand from investors for more clarity on the environmental, social, and governance, or ESG, aspects of their investments, as well as increased regulatory pressure for standard ESG reporting. Morningstar has listened to investors and carefully considered the industry's ESG investing needs. We've made significant investments to develop our data, research, ratings, and customized reporting solutions, so you can create best-in-class communications that distill the complexities of ESG into clean and clear visuals. Investors can quickly assess whether an investment or portfolio holdings are exposed to material ESG factors, controversial areas, or impacts to a cause, to build stronger portfolios for long-term growth. Morningstar is founded on empowering investor success. Discover cases.